Je vous souhaite la bienvenue à cette, je ne sais plus, deuxième table ronde du Grand Genève de l'année. Celles et ceux qui en ont l'habitude, vous savez qu'il s'agit d'une coopération entre de nombreux acteurs institutionnels, les chambres de commerce et d'industrie France-Suisse et la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, le pôle métropolitain du Genevois français, l'agglomération du Grand Genève, l'État de Genève, Archpark, anciennement le Technopôle d'Argent, et la Maison Économie et Développement. Et je me plais toujours à donner cette liste de noms parce que chacun joue vraiment un rôle dans la mise en place de ces thématiques et la recherche de sujets qui peuvent vous intéresser et surtout vous apporter des éléments dans votre pratique quotidienne. Alors, aujourd'hui, nous parlons du réseautage, en particulier du réseautage en zone transfrontalière. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'il y a des différences? Comment ça se passe? À quoi faut-il faire attention? Je vous rappelle que vous pouvez poser les questions dans la partie discussion. A priori, je prends les questions plutôt à la fin, entre 9 heures et 9h15. Mais s'il y a des questions urgentes, n'hésitez pas à le signaler. Les règles sont faites pour être modifiées. Voilà, alors nous allons attaquer. Je vais tout d'abord, pour être sûr que nous savons tous de quoi nous parlons, je vais attaquer en posant à chacun des intervenants une question d'une simplicité biblique, j'oserais dire, et je leur demanderai de répondre avec la même simplicité et surtout de manière brève. Pour vous, le réseautage, c'est quoi au juste? Donc, je vous donne 2 minutes chacun pour répondre et je commence par Rudolf Klaus. Rudolf, vous êtes le fondateur, vous êtes consultant indépendant, fondateur de RKLS SARL. À vous. Bonjour Alexandra. Euh, Tu m'as dit 2 minutes et d'être bref. Alors, le réseautage, c'est une attitude. C'est a priori, c'est créer et entretenir des relations avec d'autres personnes dans le but d'échanger. Et je dirais, j'insisterai sur échanger. C'est fou tout ce qu'on peut échanger. On peut échanger des bons moments ensemble, du soutien, des mises en relation, des choses très concrètes. Et oui, puisque tu m'accordes 2 minutes, Alexandra, moi je dirais, le plus beau dans le réseautage, c'est quand on peut créer de la valeur. Je m'explique. Si moi qui suis pas francophone, le français n'est pas ma langue maternelle, si je veux écrire un document sans faute, pour moi, c'est très difficile cette tâche de trouver les dernières fautes. Pour quelqu'un de vous qui est francophone, ça sera une tâche assez aisée. Donc, si quelqu'un de vous le fait pour moi, on crée de la valeur parce que ce que ça représente pour moi est beaucoup plus que ce que ça coûte à vous. Et à l'inverse, évidemment, le jour où vous auriez à établir un document en allemand, on pourrait facilement inverser les rôles et je pense qu'on créera à ce moment-là la valeur dans l'autre sens. Et avec ça, j'ai donné un exemple de ce que c'est un réseauté pour moi. Merci. Véronique Riondel-Angebault, vous avez une vie assez riche professionnelle, mais ce matin, vous êtes là en votre qualité de présidente du Career Women's Forum. Le réseautage, pour vous, c'est quoi en 2 minutes? Alors, en 2 minutes, pour moi, c'est bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être là. Pour moi, c'est vraiment aller à la rencontre d'autres personnes, je dirais les gens du troisième cercle, parce que dans notre réseau, le premier cercle, on le connaît évidemment, c'est famille, amis. Le deuxième cercle, on le connaît par porosité avec le premier cercle. Et le troisième cercle, c'est souvent celui qui est le plus difficile à atteindre et qu'on atteint en fait que par le, la participation en fait à des associations ou à des clubs ou à des activités, que ça soit sportif. L'école est un excellent lieu de réseautage.
C'est là qu'on se fait aussi des amis qui passent du troisième au premier cercle. Donc pour moi, c'est ça, c'est trouver des gens qu'on ne connaît pas, avec lesquels on va avoir des buts communs, des affinités, des intérêts communs, échanger avec ces gens. Effectivement, on peut se rendre des services ou pas, ils peuvent nous aider ou pas dans certaines circonstances, mais pour moi, c'est ça, c'est aller vers des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés si on n'avait pas fait cet effort d'aller choisir une association, un club ou un sport pour les rencontrer. Merci. Romain Créma, vous êtes PDG de Tomorrow Morning, ça tombe bien, mais nous, on est là ce matin. Vous êtes formateur commercial. Pour vous, le réseautage, c'est quoi? Clairement pour moi, c'est vital dans le sens où l'humain est un animal social dans le premier abord et de toute façon, l'autre fait partie de nous. Tout seul, on peut pas aller très très loin, on peut peut-être aller plus vite, mais pas très très loin, clairement. Et c'est vrai que dans ma vie commerciale et ma vie professionnelle, j'ai pas eu le choix finalement que de réseauter pour atteindre des objectifs dans un premier temps, puis finalement la richesse des échanges ont fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir un réseau sur lequel je peux compter, qui peut en même temps être un réseau très professionnel et très privé, parce que c'est là aussi où on va voir un peu les limites de ce réseau. Et finalement, ça s'entremêle et simplement, c'est des humains qui échangent avec des humains, puis après, qui changent de casquette en fonction des objectifs qu'ils ont. Mais pour moi, c'est clairement vital d'avoir un réseau et un réseau surtout de qualité. Et surtout, la question qu'il faut arriver à se poser, c'est de savoir quelle est la valeur que j'apporte à ce réseau. Et je pense que ça va faire partie des questions qu'on va se poser tout au long de cette matinée. Merci. Hicham Metatla, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez de nombreuses casquettes. Ce matin, vous êtes là comme fondateur et CEO de Myzen. Au fond, c'est Myzen ou Myzen? C'est Myzen. Ah, pardon, Myzen. Même question qu'à vos camarades panélistes. Le réseautage, pour vous, c'est quoi en 2 minutes? Ok, alors tout d'abord, je m'excuse du petit couac informatique et d'être arrivé un petit peu en retard au webinaire. Alors, pour moi, le réseautage pas informatique, mais le réseautage tout court, c'est un indispensable. On a souvent tendance à penser que réseauter, on doit le faire sur son temps libre et que c'est un petit peu un bonus, un extra que l'on s'octroie dans notre vie professionnelle. En fait, pour moi, vraiment, networking, c'est vraiment du travail. Networker, c'est vraiment du travail et c'est indispensable. Et en ce qui me concerne, tout a changé le jour où j'ai vraiment commencé à networker. Comme beaucoup de monde, j'ai au début de ma carrière adopté les codes du réseautage qu'on nous a imposés, qu'on nous a dictés, c'est-à-dire intégrer une grande école, vous aurez un réseau de beaucoup d'alumni et puis ça va beaucoup vous aider. Ça peut aider dans certains cas, mais c'est très limité, en tout cas selon mon expérience. Et puis aussi tous les événements de réseautage où on distribue nos cartes de visite, mais sans vraiment chercher à se connaître et à comprendre l'autre. Pour moi, tout a changé le jour où j'ai abordé le réseautage comme des relations amicales où on va s'intéresser à la personne plutôt que d'être toujours dans une posture de vente et où on va essayer de nouer de vraies relations professionnelles mais aussi personnelles. Et c'est là que j'ai vraiment réussi à me constituer un réseau qui soit dense et qui me permette aussi d'atteindre mes objectifs professionnels. Donc, pour moi, le réseautage, c'est un indispensable. Merci. En fait, je vais rebondir sur le lapsus que vous avez fait au début en parlant de réseau informatique. Et j'aimerais poser la question à chacun des panélistes. Vous avez tous à un degré divers, mais on y reviendra tout à l'heure, évoqué l'importance de mettre l'humain au centre du réseautage avec un vrai intérêt pour l'autre. Mais en même temps, je suppose que vous utilisez tous à des degrés divers des réseaux sociaux. J'aimerais vous entendre là-dessus. Quel est l'intérêt ou quelle place dans votre réseautage vous donnez aux réseaux sociaux? Véronique Riondel, peut-être en premier. Oui, alors pour moi, les réseaux sociaux, je dirais que aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, je ne conçois pas de ne pas y être. Je parle essentiellement LinkedIn. C'est vrai que je
suis moins active sur Facebook ou Instagram. Et moi, j'ai tendance à les segmenter. Je sais qu'ils sont poreux et que tout appartient à tout, mais j'ai tendance à les segmenter dans les messages que je vais partager sur ces réseaux. LinkedIn, pour moi, c'est clairement un réseau professionnel. Donc, c'est un réseau que je vais utiliser comme ça et je vais y poster des messages qui sont de nature professionnelle et à caractère professionnel. J'ai à un certain moment fait partie d'une association de défense un peu de notre planète sur Facebook. Donc là, j'étais beaucoup plus active sur justement, alors ça allait du plastique aux abeilles en passant par. Et vraiment privilégier Facebook pour ces messages-là. Instagram, pour moi, c'est les images. C'est quand je fais un voyage, c'est les images de nature. Je poste assez peu de personnes parce que d'abord, je trouve que il faut laisser le choix aux gens de leur image. Et donc, je n'ai pas envie de poster des visages de personnes, sauf s'ils savent que je vais l'utiliser dans ce sens-là, mais je fais assez peu. C'est plutôt des images, des expositions, des visites de jardin, parce que j'adore les jardins. Et c'est là-dessus que je vais poster ces images sur Instagram. Voilà. Et puis Twitter, je n'utilise absolument pas. Je suis dessus, mais j'utilise très peu. La seule fois où j'ai utilisé, c'était pendant un débat politique français, et je trouvais très très drôle de suivre les commentaires qui étaient postés au cours du débat. C'était Marine Le Pen contre président Macron, et voilà. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Mais voilà, pour moi, les réseaux sociaux sont et alors, comme présidente du CWF, pour terminer et laisser la parole aux autres, c'est vrai que c'est un réseau qui m'a beaucoup aidé aussi à développer le CWF, parce que j'ai été contactée comme présidente du CWF par des jeunes femmes qui ne connaissaient pas l'association, parce qu'on est assez actifs sur ce réseau, sur LinkedIn, et donc j'ai fait des Zooms avec des jeunes femmes que je ne connaissais pas. J'ai rencontré des personnes formidables, ici ou ailleurs, dans différents pays du monde. Voilà, donc pour moi, c'est très c'est important. Ça fait partie des choses que je considère comme importantes et qu'il faut avoir aujourd'hui. Voilà. Rudolf Claus, la place des réseaux sociaux dans le réseautage, selon vous? Je vais répondre de manière indirecte. Là, pour l'instant, j'ai toutes les informations qu'il me faut et je suis malheureux. Je m'explique, que j'ai bien entendu ta question. Je vois la majorité des participants, je vois leur nom, et quelques participants ce matin ont allumé leur caméra. Et c'est à peu près ça, pour moi, la place des réseaux sociaux dans le réseautage. Donc, comme l'a bien dit tout à l'heure Romain, l'humain au centre, les réseaux sont des outils, que des outils, et je le dis clairement, que des outils, en même temps, des outils importants. Principalement pour moi, sans entrer dans les détails, votre présence sur les réseaux sociaux définit votre crédibilité. La cohérence entre ce que vous dites et ce que vous montrez sur le monde virtuel, cette cohérence fait la différence si on vous croit ce que vous dites ou pas. Et deuxièmement, les réseaux sont, à mon avis, l'outil par excellence pour accéder à ce fameux deuxième niveau. Donc, c'est vrai, une fois que je connais Romain, j'ai plus besoin de LinkedIn pour rester en lien avec lui, a priori, mais pour accéder aux personnes que Romain connaît et lui accéder aux personnes que je connais, on aura besoin tous les deux de LinkedIn. Je fais juste une parenthèse. Le jour où Romain change d'adresse email, de numéro de téléphone d'employeur, il va fort probablement oublier de me le communiquer. Mais je vous le pardonne, Romain. Par contre, il va le mentionner dans LinkedIn. Donc, ça, c'est un autre magnifique avantage des réseaux sociaux qu'on peut suivre les gens. Voilà. Donc, des outils sans lesquels je ne pourrais pas vivre, mais que des outils. Monsieur Créma, forcément, je vous donne la parole. Alors, outil, vous qui êtes un spécialiste réseau, ça n'est qu'un outil ou c'est plus fondamental que ça?
Clairement, oui, c'est un outil. Après, c'est comment on l'utilise, toujours la même chose. Mais oui, clairement, ça reste un outil. Je pense que je suis d'accord avec Rodolphe. Après, c'est la puissance de l'outil qui est intéressant, à savoir que si on regarde ce qu'on était capable de faire en réseautage traditionnel, c'est s'intéresser aux gens et prendre du temps pour s'intéresser aux gens. On était toujours dans une relation one-to-one. C'est assez particulier d'avoir cette posture de conférencier où on peut influencer en masse un certain nombre de personnes qui viennent nous écouter. C'est très, très rare. Enfin, la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas cette posture, n'ont pas la capacité d'avoir cette posture. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qu'on a, et grâce à un outil comme LinkedIn ou autre, c'est qu'on a quand même la possibilité de parler à une audience très, très large et commencer à développer aussi une pensée, développer une structuration aussi d'approche. On peut développer une offre, etc. Et ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est de regarder un petit peu les typologies d'utilisateurs, par exemple. Et c'est vrai qu'on retrouve des choses qui sont très, très similaires à un salon professionnel, par exemple, avec beaucoup de visiteurs. À savoir que sur LinkedIn, on sait que l'audience silencieuse, c'est plus de 90% des visiteurs de LinkedIn, hein, les gens qui ont une posture finalement équivalent à des visiteurs qui se baladent entre les stands pour les récupérer des informations, c'est 90% des utilisateurs de LinkedIn. Les gens qui ont une stature plutôt typée, on va appeler ça exposant, qui vont interagir, qui vont animer le salon, c'est à peine 9% en fait des utilisateurs de LinkedIn. Et les gens qui sont des conférenciers et qui créent du contenu, c'est moins de 1% des utilisateurs. Et voire même, pour vous donner un chiffre, les utilisateurs, enfin les créateurs de contenu réguliers, ceux qui créent du contenu au moins une fois par mois, c'est moins de 3 millions de personnes sur LinkedIn sur 750 millions d'utilisateurs dans le monde. Autant dire que c'est très très peu, voire même pas beaucoup. Mais par contre, c'est intéressant de regarder, c'est qu'ils se partagent 9 milliards d'impressions de contenu par semaine. Donc, l'avantage qu'on a quand on est sur un réseau social, c'est qu'on démultiplie finalement nos prises de parole et on va même avoir une action beaucoup plus large à partir du moment où on passe du statut de visiteur, qui est plutôt principalement là pour récupérer du contenu, au statut d'exposant, qui va interagir et créer de l'interaction, voire même créer des discussions, au statut du créateur de contenu, même celui qui va partager son savoir, partager un savoir-faire, partager une idée. Et on verra peut-être un petit peu plus tard qu'en fonction de si on va sur LinkedIn avec une stature proche d'une stature commerciale traditionnelle, même si ça fonctionne bien sûr dans les réseaux, parce que c'est qu'un prolongement d'un réseau traditionnel. Hein, LinkedIn, si les gens ne voulaient pas interagir entre eux, ils n'iraient pas sur des plateformes sociales. Si on a une posture trop commerciale, on s'aperçoit très très vite que ça ne fonctionne pas, par exemple. Donc le réseau a quand même ses codes, et ces codes, même si digitalement on les applique sur LinkedIn, on s'aperçoit très très vite que si on duplique ce qui ne fonctionne pas dans la vie réelle, ça ne fonctionne pas non plus sur les réseaux sociaux. Création de contenu, Hicham Mettatla, c'est quelque chose à laquelle vous dédiez passablement de temps dans votre utilisation des réseaux dits sociaux. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience? Oui, tout à fait. Alors, j'ai compris qu'on parlait plus particulièrement de LinkedIn, qui est le réseau qui est dédié justement aux professionnels. Et moi, tout a changé à partir du moment où j'ai arrêté d'utiliser LinkedIn justement comme un CV numérique, mais plutôt comme un outil, comme le disaient justement Rudolf et Romain. Mais en termes d'outils, pour moi, et dans le réseautage, ça équivaut à la découverte du feu, parce que ça a complètement tout changé. C'est-à-dire que ça réduit les distances. On peut rentrer en contact avec n'importe qui, n'importe où sur cette planète en fonction de critères très spécifiques. Et on serait étonnamment surpris de savoir à quel point les gens répondent volontiers, pour autant qu'on prenne la peine de présenter notre démarche et le pourquoi du comment on rentre en contact avec ces personnes-là. Ce qui auparavant était inaccessible pour la plupart des professionnels. Il fallait avoir un Rotodex assez fourni et beaucoup, beaucoup de mise en relation et de temps avant d'arriver à atteindre une certaine personne. Donc, ouais, voilà. Maintenant, on a des téléphones avec des super mémoires. Mais vraiment, ça a tout changé. Et le fait, comme le disait justement Romain,
d'adopter les codes qui fonctionnent dans la vie réelle. C'est-à-dire que moi, si dans la vie réelle, on vient me balancer une carte de visite et puis après me dire bah, rappelle-moi quand tu veux, sans prendre le temps de se présenter ou juste de discuter, il y a peu de chances que que je recontacte la personne. Mais si on prend le temps voilà, de discuter, de s'intéresser à la personne, de connaître son parcours pour voir s'il y a vraiment un intérêt ou pas, et ben là, ça peut énormément changer les choses. Donc, LinkedIn est un outil. Les gens restent concentrés sur la partie visible, ce qu'on voit en ligne, mais c'est tout ce qui se passe hors ligne qui est beaucoup plus intéressant et qui ouvre beaucoup plus d'opportunités. Maintenant, la création de contenu dans ce cadre-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que tout comme LinkedIn réduit les distances, la création de contenu peut vous permettre d'avoir une plus grosse exposition. Et ça, peu importe le réseau. On a tous à notre disposition une chaîne de télé, une chaîne de radio, un journal, si on utilise des podcasts, YouTube et des blogs. Et ça, ce serait vraiment une erreur de s'en priver parce qu'on peut porter notre parole de la manière que l'on souhaite, sans filtre, et en essayant de diffuser un petit peu soit nos expertises, soit nos vécus, en tout cas en fonction du projet dans lequel on est, essayer de trouver essayer de mettre en valeur justement ce projet. Et ça permet d'avoir une résonance qui est juste incroyable. Nous, on sait, en tout cas moi, de mon expérience personnelle, je sais que c'est la création de contenu qui a fait qu'une invitation envoyée à un CEO d'un grand groupe genevois fait qu'elle est acceptée rapidement et qu'on arrive à décrocher un rendez-vous par la suite. Et par la suite, encore même un mandat. Sans cette création de contenu, finalement, on est personne. Et le fait d'avoir quelques interactions sur ces différents contenus agissent finalement comme une preuve sociale et le fait que peut-être, potentiellement, ce que vous dites, c'est quelque chose d'intéressant et que ça vaut la peine de vous écouter. Donc, ça peut être parfois perçu de manière superficielle et il y a plein de cas où on le constate. Mais la réalité, c'est que ça peut vraiment vous mettre en lumière, vous accélérer les prises de décision, accélérer les mises en contact. Et si on souhaite vraiment networker, selon moi, c'est vraiment un indispensable. En tout cas, c'est un plus. C'est vraiment le gros bonus. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très à l'aise avec publier du contenu parce que c'est une vraie sortie de sa zone de confort. Mais il y a des petites choses qui peuvent aider pour ceux qui ne veulent pas justement se mettre sur la place publique, ne serait-ce que commenter des sujets qui nous intéressent, ne serait-ce que répondre à ces messages directs, même si LinkedIn est très mal organisé pour cela. Voilà, il y a des petites règles de courtoisie, de bienséance qu'il faut savoir garder et qu'on oublie complètement une fois qu'on est dans le monde digital. Moi, j'ai toujours été surpris de la grande politesse des personnes en général dans le monde physique et de la goujaterie de certains dans le monde digital. Je pense qu'il faut essayer de rejoindre un petit peu les deux. Généralement, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Production de contenu, donc tout à l'heure, M. Créma disait qu'il y avait une faible proportion d'utilisateurs qui postent des contenus. L'un des participants demande si ce n'est pas parce que le réseau est complexe et que sur un réseau plus simple, il n'y aurait pas plus de producteurs de contenu. Et je crois qu'il y a aussi un facteur de temps. Monsieur Metatla, vous nous dites combien de temps vous passez sur LinkedIn chaque jour? Alors moi, ces derniers temps, j'y étais beaucoup moins parce que j'étais en pleine levée de fonds, mais habituellement, j'y passe minimum 1 heure. C'est-à-dire qu'il y a au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour écrire du contenu. Il y a au minimum une demi-heure pour répondre aux commentaires et puis parfois plus parce que des fois, on a des demandes qui rentrent dans notre messagerie directe et étant donné que LinkedIn est très mal fait, si on ne répond pas immédiatement aux 10 premières qui arrivent, les choses peuvent vite se perdre et donc c'est vraiment important de pouvoir répondre. Donc ça peut prendre grosso modo entre 1h30 à 2 heures. Ceci dit, ça peut paraître beaucoup, mais avant de lancer Mizen, j'ai fait du conseil en innovation principalement en Suisse romande. Je n'ai pas prospecté une seule fois. Enfin, tous mes clients sont venus par LinkedIn.
Là, je suis en train de créer une startup technologique, mais plutôt côté France. La plupart de mes investisseurs sont venus par LinkedIn. La plupart de mes bêta-testeurs aussi. Toutes les personnes qui se sont inscrites sur ma waiting list aussi. Donc, ça paraît beaucoup, mais ça nous fait économiser aussi énormément de temps sur tout un tas de choses qui sont la prospection, comment est-ce qu'on entretient son réseau, du marketing, même la création d'une image de marque, du branding, etc. Donc, faut mettre ça en contrepoids pour vraiment comprendre que finalement, ce n'est pas un investissement qui est si conséquent que ça. J'ai vu Romain Créma opiner du chef. Est-ce que Monsieur Metatla fait tout juste? Ouais, pour le moment, oui, il n'y a pas de. Je pense on est assez raccord. En même temps, je pense qu'on a un usage de LinkedIn qui est assez important, clairement, depuis déjà quelques années. Moi, c'est vrai que ça fait depuis 2015 que j'utilise LinkedIn très, très régulièrement. Alors après, en termes de timing, moi, je l'utilise beaucoup en formation parce que je le montre tous les jours à des centaines de personnes. Mais clairement, à titre personnel, je passe beaucoup moins de temps. À savoir que je fais beaucoup de veille. Je partage principalement de la veille. La création de contenu, je ne la fais pas parce que je n'ai pas le temps et c'est pas créer techniquement, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc, je suis assez franc là-dessus. Et aujourd'hui, une fois bien installé avec une bonne routine et les bons outils, je vais passer entre 15 à 20 minutes par jour sur LinkedIn, clairement. Et ce que je propose à mes clients, c'est vraiment d'avoir, en fonction de leurs objectifs, si c'est un objectif de développement de réseau, si c'est un objectif de visibilité, si c'est un objectif de prospection, on va établir une routine et donc chaque jour, on va, en fonction des objectifs, proposer un investissement de temps dans LinkedIn, à savoir qu'on parle de temps investi, donc on peut calculer un ROI très très facilement avec sur le temps qu'on va investir sur LinkedIn en fonction des objectifs. Si c'est de la visibilité, on a des indicateurs pour savoir si nos contenus ont été visibles. De développement du réseau, on a des indicateurs pour savoir le nombre de nouvelles relations qu'on a établies dans un temps donné. Maintenant, LinkedIn est assez joueur, il change les règles du jeu, il y a eu un changement de règles du jeu très très important il n'y a pas très très longtemps, il y a un mois et demi, où LinkedIn a limité le nombre d'invitations. On est passé de entre 100 et 150 par jour en fonction de la licence qu'on utilisait à 100 par semaine pour toute licence en termes d'invitation. Donc, c'est-à-dire que ça va réduire considérablement le nombre de personnes qui vont inviter massivement des relations. Et ça a tué, entre parenthèses, des gens qui vendaient du gros hacking ou du développement un peu massif de réseau. À savoir qu'aujourd'hui, LinkedIn va considérablement augmenter la protection de ses membres. Et quand on parle de membres, ce n'est pas des entreprises, mais c'est vraiment les humains qui sont derrière les plateformes. Et depuis l'acquisition par Microsoft en 2016, on commence à voir des intégrations entre les outils, à savoir que quand vous êtes sur votre Outlook ou en ligne, par exemple, Outlook sur 365, par exemple, vous pouvez cliquer sur une adresse mail et voir apparaître le profil LinkedIn d'une personne. Donc, on a plein de petits tips qui sont en train de se développer et on est en train de commencer à sentir un petit peu ce que sera l'évolution de l'email demain. Et l'email ressemblera clairement à ce que LinkedIn ressemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est encore en phase de développement parce qu'ils ont besoin d'avoir un maximum de membres pour pouvoir étoffer un peu ça. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec Hicham sur le côté du côté user experience. C'est pas clairement encore ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'une fois qu'on sait utiliser l'outil, pour répondre à une des questions qui a été posée aussi, pourquoi les gens ne créent pas de contenu? Moi, je ne pense pas que c'est parce que c'est technique, c'est plutôt parce qu'ils engagent leur casquette de professionnel. Et clairement, ils ne savent pas réellement ce qu'ils peuvent, finalement, qu'est-ce qui peut se passer si jamais? Et le si jamais, ils n'arrivent pas à notifier qu'est-ce que c'est. donc, ils ont plutôt peur de si je prends la parole, est-ce que mon manager va dire, est-ce que mon... Et c'est ce qui réduit considérablement sur LinkedIn la production de contenu. Véronique? Oui, justement, je voulais rebondir exactement sur ce point-là parce que, en fait, moi, je n'ai pas de problème à créer du contenu, que ce soit pour l'association CWF ou pour moi-même, parce que je maîtrise ce que je veux dire, comment je le dis, et les choses sont très claires. En revanche, pour la banque, alors on a reçu une bible de 80 pages sur comment créer du contenu sur LinkedIn pour Seeds, mais je leur ai dit, mais attendez, 80 pages, vous oubliez, on ne va jamais rien faire.
en plus de ça, c'est une entreprise familiale. Donc, qui suis-je, moi, pour publier du contenu, à part relayer des newsletters qu'on fait, mais bon, je trouve que ça a relativement peu de valeur parce que c'est pas très personnalisé. C'est-à-dire que si l'objectif de créer du contenu pour une entreprise sur un réseau, c'est de quelque part pas se mettre en avant, mais mettre en avant son rapport à cette entreprise, à ce moment-là, ça devient intéressant. Mais pour ça, c'est pas 80 pages de Bible de comment il faut faire qu'il nous faut, c'est qu'est-ce que vous avez le droit jusqu'où on peut aller, où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui va déclencher de l'engagement par rapport à ce qui ne va pas en déclencher. Autant je suis à l'aise dans un événement professionnel à parler de la banque, à dire tout le bien que je pense de cet établissement, autant sur LinkedIn, je suis beau parce que les écrits restent, parce que c'est vu très largement, parce que le risque est plus grand aussi, clairement, que ce soit pour moi ou pour la banque. Je ne vais pas m'engager aussi clairement sur une création de contenu en leur nom. Monsieur Metatla a dit tout à l'heure qu'un des problèmes qu'il avait observé dans le réseautage, c'est que souvent les personnes ne pensent que c'est une activité annexe. Et vous nous disiez, Monsieur Metatla, que vous, en fait, vos business, vous le faites en grande partie par le réseautage, alors qu'il soit physique ou sur des réseaux sociaux. J'aimerais savoir si les autres panélistes partagent cette opinion. J'aimerais, au fond, est-ce que si je fais du réseautage toute la journée, pour autant qu'il soit correctement fait, est-ce que je peux conduire comme ça mes affaires? Rudolf Klaus. Absolument, absolument. C'est tout à fait ce que je fais. Moi, j'ai tous mes clients par le réseau, sans exception. C'est pas, à mon avis, le temps, c'est le mauvais argument qu'on évoque souvent, mais qui cache d'autres raisons derrière, comme par exemple, Véronique a dit, la peur de s'exposer, la peur de dire quelque chose. Moi, j'ajouterais à ça aussi l'idée de beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont rien à dire, ce qui est complètement faux. Tout le monde a quelque chose à dire, mais tant qu'on ne leur dit pas comment ils pourraient dire quelque chose, ils ne vont pas le faire. Réseauter, moi je reviens à ma définition, créer et entretenir des relations dans le but d'échanger. Donc c'est ça que je fais à longueur de journée. Et c'est ça qui finalement, Romain a dit, il a un réseau sur qui il peut compter. Et j'ajouterais certainement, votre réseau Romain peut aussi compter sur vous. Et c'est ça, un moteur hyper puissant pour faire fonctionner une affaire. Oui. Alors la réponse à ta question, Alexandre, Merci. C'est oui. Véronique, même opinion? Alors, je pense que c'est de nouveau, ça dépend de la posture de laquelle on parle. Quand on est indépendant et qu'on crée son propre business, c'est clair que c'est central de réseauter pour justement développer son business et pour aller à la rencontre de ses clients. Quand on est dans une entreprise, si la fonction dans l'entreprise est une fonction commerciale, ça fait partie aussi de quelque chose de très, très central. Donc, ensuite, les moyens pour le faire en ligne, en présentiel, ça, c'est autre chose. Mais selon ce qu'on a comme rôle dans une entreprise, c'est moins central. Quand on travaille, je prends des exemples dans la banque, quand on travaille au back-office, alors oui, ça peut être utile pour soi personnellement, pour développer un réseau, pour trouver du travail, si on a envie de changer, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir passer 6 heures par jour à réseauter sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a quelques années, ils avaient coupé l'accès à Facebook dans la banque parce que les gens passaient trop de temps sur le réseau social et que l'entreprise trouvait que ce n'était pas suffisamment productif selon ses critères à elle. Donc, je pense que c'est une question de posture quand même. Romain Créma?
Clairement, c'est une question de posture. Je pense que oui, pour tenir des affaires, c'est mon métier aujourd'hui. Ça fait depuis 2015 que je développe ça. Moi, j'ai vu une évolution claire et nette. J'ai rencontré en fait pour la première fois en 2000, si je ne dis pas de bêtises, fin 2014-2015, la personne qui développait LinkedIn en Europe et qui m'a clairement fait comprendre que mon profil LinkedIn n'était pas du tout en adéquation avec ce que je représentais. Donc, c'était lors d'une conférence à Bologne. Et, euh, et en fait, j'ai eu un petit moment de doute en me disant, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Enfin, je comprends pas. Il me dit, mais il y a un décalage énorme entre la conférence que tu viens de donner sur scène et ce que tu racontes sur ton profil. Et c'est là où j'ai compris que mon profil LinkedIn, c'était mon double digital, en fait, clairement. Et en fait, il a été se rassurer en allant voir un petit peu ce qu'il y avait sur moi comme information, mon parcours, mon background, etc. Et il me dit, mais tu n'utilises pas LinkedIn pour trouver des clients. Et moi, clairement, je lui dis, mais pour moi, en 2015, 2014, 2015, pour moi, LinkedIn, c'était simplement une plateforme de recrutement parce que c'était comme ça on avait LinkedIn a été développé pour ça à la base, hein, pour une plateforme RH de mise en relation. Et il me dit, écoute, depuis début des années 2010, on a senti aux États-Unis un changement de posture des commerciaux qui allaient récupérer de l'information sur LinkedIn, sur faire de la veille, de la veille stratégique, d'identification fine, pour pouvoir créer de la mise en relation et de la valeur sur la partie pré-prospection, avant même de commencer à identifier quels seront mes futurs clients. Je vais pré-prospecter sur LinkedIn. Ils ont développé tout ce qu'on appelle aujourd'hui le social selling et que LinkedIn et Microsoft ont renommé Modern Selling pour des raisons, j'ai aucune idée de pourquoi, mais bon, ça change de nom après à peu près régulièrement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que aujourd'hui, et puis Covid a accéléré vraiment cette tendance, c'est qu'aux États-Unis, ils ont 5 à 10 ans d'avance sur nous sur ces pratiques-là. Ça veut dire que la rencontre physique est devenue premium et tout le reste se passe dans ce qu'on pourrait appeler le dark social, ce qu'Hicham a commencé à mentionner, c'est toutes les interactions qu'on va avoir sur les différentes plateformes qui se voient pas sur les messageries instantanées, à travers des forums, etc., ou directement par message interposé. Et ce que j'ai vu apparaître sur ces vraiment 2 dernières années, sur ces 18 derniers mois, c'était que le sujet du modern selling était principalement traité par les directions commerciales. Et aujourd'hui, c'est les directions générales, voire les membres du CODIR qui prennent, en tout cas en France et sur les pays francophones avec lesquels je travaille, la main directement dessus pour travailler leur posture, leur influence, visibilité pour tous les sommets de pyramide, on va dire, parce qu'aujourd'hui ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, ne serait-ce que pour comprendre. Et puis derrière, d'un point de vue commercial pur, c'est un levier monstrueux pour aller ne serait-ce que développer, et ce que je dis bien, c'est des opportunités. On ne signe pas de contrat sur LinkedIn. Et je ne veux surtout pas signer de contrat sur LinkedIn. Et ce que Rodolphe avait dit tout à l'heure est clairement la réalité. C'est que plus vite on va sortir de LinkedIn, mieux c'est en fait. Donc il faut y être pour développer massivement finalement sa visibilité, son influence et créer des vraies relations. Mais on sait très bien que la recommandation sociale fonctionne autant dans la réalité que sur LinkedIn, sauf qu'on va pouvoir, on va dire, industrialiser la recommandation sociale, pas l'automatiser. Parce que clairement, ce que je vous conseille pas, c'est d'automatiser. Depuis très très peu de temps, LinkedIn, à chaque fois qu'ils suspectent de l'automatisation, vous pouvez être banni. Faut pas oublier qu'on est chez eux, hein, on est aux États-Unis, chez LinkedIn dans leur serveur. Ils font à peu près ce qu'ils veulent, donc c'est clairement dangereux si on veut jouer avec eux. Et en Europe, c'est la seule plateforme pour la partie française qui est RGPD compliant pour la partie développement commercial, parce que vous avez accepté les conditions générales d'utilisation de l'outil et inversement l'autre utilisateur aussi, et donc on va pouvoir récupérer les informations type adresse email, numéro de téléphone pour pouvoir les contacter commercialement. Donc ils ont vraiment joué très très intelligemment leur lobbying au niveau de la Commission européenne, Microsoft, quand il a fallu mettre en place RGPD. Donc oui, clairement aujourd'hui, c'est un outil, mais c'est surtout une arme qu'on met à disposition des commerciaux, des développeurs de réseaux, pour des réseaux de franchise ou autres, et voire même depuis pas très peu de temps, depuis 2 ans et demi, 3 ans, et là clairement on a des nouveaux métiers qui arrivent, les gestionnaires de fortune qui commencent à monter sur LinkedIn aussi. Là, je digitalise une centaine de gestionnaires de fortune pour une grande entité de la place genevoise, entre autres, qui nous disent qu'aujourd'hui, Covid nous a rabattu les cartes. Les gens le rendez-vous physique devient très premium, mais il faut quand même qu'on puisse garder un lien. Et ce lien, pourquoi pas le tester sur une plateforme comme LinkedIn, parce que on a
quand même sur LinkedIn la chance d'avoir un réseau social qui a la meilleure cote de valeur en termes de confiance, parce qu'il a été élu 4 années consécutives plateforme de confiance de référence sur Business Insider. Donc quand on va sur cette plateforme spécifiquement, on y va avec une casquette professionnelle et les gens ils ont vraiment l'impression, je parle bien d'impression parce que il n'y a pas que du bon contenu, mais ils ont l'impression d'avoir du contenu de qualité, quoi. Donc c'est important quand même de garder ça en tête. Donc oui, c'est sûr que clairement aujourd'hui, en tout cas pour moi, je peux pas dire l'inverse. C'est sûr que LinkedIn est un accélérateur de business très très important. Jusqu'à présent, on a parlé du réseautage et de la manière d'utiliser les réseaux, etc., de manière assez générale. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander à tous les quatre, est-ce que vous avez observé des différences selon le côté de la frontière euh, où vous exercez, où vous développez votre activité? Finalement, est-ce que on est tous francophones, est-ce qu'il y a une différence? Rudolf, peut-être en premier? Certainement, il y a une différence. Par contre, moi, j'observe surtout que les différences entre personnes, quel que soit le côté de la frontière, sont plus grandes que les différences culturelles entre ce côté de la frontière et la différence entre un introverti suisse et un extroverti suisse, ou un introverti français et un extroverti français, est plus grande que deux extrovertis des deux côtés de la frontière. Ce qui me réconforte, parce que moi, je ne veux pas regarder si votre numéro de téléphone commence par plus 33 ou plus 41. Ce n'est pas le critère qui m'intéresse le plus. Moi, je veux vous regarder comme personne et je veux comprendre relativement vite qui vous êtes comme personne, ce que vous appréciez comme personne. Donc, je suis vraiment partisan de s'adapter à la personne en face sans pour autant regarder des critères de domicile ou de nationalité, d'autant plus que puisqu'on est à côté de la frontière, le fait que vous habitez d'un côté de la frontière veut encore rien dire sur vos origines ou sur votre culture. Donc, regardez plutôt la personne en face et pas des critères qui sont écrits dans le passeport. Véronique? Alors, oui, ça, je suis globalement tout à fait d'accord avec Rodolphe. Moi, ce que je rajouterais, enfin, moi, ce qui m'a frappé, j'ai vécu des deux côtés de la frontière, pas dans la région, mais à Paris. Je trouve qu'il y a en Suisse une perméabilité sociale beaucoup plus grande qu'en France. Ben, c'est lié au circuit et au réseau scolaire, hein, ne serait-ce que ça, qui font que en France, on est plus dans une vision à l'américaine, c'est-à-dire que suivant où on habite, on fait partie de telle classe sociale ou de telle classe sociale de manière beaucoup plus marquée qu'en Suisse. En Suisse, il y a par la manière dont on construit les villes et les quartiers, il y a de tout partout. On ne catégorise pas les gens selon leur quartier. Donc, pour moi, c'est une différence alors, qui se retrouve pas fort. Alors, au CWF, il n'y a pas de différence parce qu'on parle de femmes professionnelles avec un certain nombre d'années d'expérience et du management. Donc, on est quelque part, on reste sur un niveau social qui est assez homogène. Mais je pense que dans d'autres types d'associations ou de clubs, il y a peut-être potentiellement plus de mixité sociale, mais je ne suis pas capable d'en parler puisque je ne fais pas partie de réseaux où j'aurais pu expérimenter cette mixité sociale. Donc, voilà ma réponse qui est plutôt théorique que pratique, mais ici, je ne vois pas, dans ce que j'ai pu constater ici, je n'ai pas vu de différence. Oui, peut-être quand je vais à la fête du 1er août du consulat français, il y a tout le monde. Tout le monde est invité, quelle que soit la position dans la société. Mais autrement, je ne suis pas capable de répondre à la question, plus que ça. Hicham, vous avez une expérience qui est quand même un petit peu différente et vous avez, du point de vue, alors pas du tout théorique, mais extrêmement pratique, vu les différentes manières de réseauter de part et d'autre de la frontière. Est-ce que vous voulez nous faire part de vos observations? Oui, oui, oui. Alors moi,
j'ai la particularité d'avoir quasiment fait toute mon expérience pro en Suisse, mes précédents projets entrepreneuriaux en Suisse. Et là, pour la première fois, je crée une société en côté France. Donc, j'habite en Suisse, mais je me déplace tous les jours de l'autre côté de la frontière en France. Donc, je fais un petit peu l'inverse de tout le monde. C'est vrai que d'un point de vue culturel, je trouve que surtout sur le bassin genevois, il y a très peu de différences. Les populations sont assez mêlées. En revanche, d'un point de vue du réseautage, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué de ce côté-ci de la frontière. Là, je suis actuellement en France, donc côté français. Et la principale raison, selon moi, elle tient du fait que, disons que les centres de décision sont un peu moins concentrés. Lorsqu'on est à Genève, il y a beaucoup de choses qui se passent autour, sur Genève. Le territoire est assez petit, donc c'est assez simple d'aller faire un lunch avec telle personne, un café avec un autre, ou aller se rendre dans le bureau de telle ou telle personne. Les circuits sont assez courts, à l'image du territoire de Genève. Côté français, c'est un peu plus étalé. Du pays de Gex jusqu'à limite la Vallée Verte. Donc, pour rencontrer les gens physiquement, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai l'impression qu'il faut essayer de trouver des prétextes pour mettre des personnes au même endroit, au même moment. Et ce que je remarque, moi, c'est que le réseautage est de ce fait un petit peu plus institutionnalisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs publics, semi-publics ou même parfois privés, qui organisent tout un tas de rendez-vous et, pour que et les acteurs économiques, et les acteurs politiques, et les entrepreneurs, et les personnes qui ont un intérêt se rencontrent tous au même endroit. Et moi, c'est vraiment cette présence du politique qui m'a beaucoup plus marqué du côté français, alors que du côté suisse, c'était quasi inexistant. Voilà. C'est un petit peu la principale différence. Donc, ces centres de décision qui sont beaucoup plus concentrés et cette proximité géographique qui facilite un petit peu les choses, que ce soit sur Genève ou sur Lausanne, je trouve. Romain Créma, votre expérience? Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette approche, à savoir que j'ai commencé ma vie professionnelle à Genève très tôt, j'avais 18 ans, et puis en fait, je suis revenu en France pour développer la partie formation LinkedIn, donc en 2015, donc j'ai à peu près 10 ans d'expérience à Genève et 6 ans en France, et en fait, culturellement, pour moi, je vois des très très grosses différences. En fait, même étant natif, étant français, j'ai eu du mal à me refaire en fait à la France, clairement. À Genève, en fait, on fait pas de différence entre les gens. Donc le réseautage est beaucoup plus simple, à savoir qu'en fait, on n'a pas d'a priori. On va rencontrer des gens de toute nationalité, de toute culture. Je travaille dans le secteur des systèmes d'impression, j'en ai des copieurs, que ce soit pour des ambassades, que ce soit pour des organisations internationales, que ce soit pour des systèmes dans l'industrie, dans le luxe, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que finalement, on se posait pas trop de questions. On avait un objectif qui était soit un objectif commercial, soit un objectif de rencontre. Tout était concentré. Donc on avait des secteurs qui faisaient 2 km², donc c'était assez clairement simple pour nous de développer soit un réseau, soit une opportunité, parce qu'on pouvait se retrouver pour manger ensemble un lunch, etc. Et après, de l'autre côté, quand on revient de l'autre côté, et quand je parle de l'autre côté, pour moi, c'est Annecy, parce que je me suis établi sur Annecy. C'est très compliqué parce qu'il y a déjà une grosse partie de la population qui part à Genève, donc on a plus de facilité à retrouver finalement des Annéciens à Genève. Et puis après, pour retrouver quelque chose d'équivalent, il faut aller sur Paris ou dans les grandes pôles, en fait, les grandes métropoles, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, Marseille, etc. Et c'est là où j'ai retrouvé quelque chose de similaire, où finalement on avait des écosystèmes très très proches, facilement accessibles. Et donc c'est là où le digital, pour moi, a été très très important de mettre en place le digital, puisque depuis Annecy, j'ai quand même développé toute mon activité depuis Annecy, mais l'année avant Covid, j'ai fait 140 vols entre Paris et Genève, parce que je travaillais beaucoup sur le développement de mon business en France. Mais après, ce que je vois en termes d'usage, peut-être avec une plus de facilité d'usage sur les réseaux sociaux en France, et culturellement,
Genève a encore un tout petit peu de retard, on le sent, mais moi je le sentais déjà à l'époque sur l'utilisation, que ce soit de LinkedIn. Je vois la différence dans les demandes, clairement, hein, dans les approches, les appels d'offres sur lesquels je suis positionné. On arrive à un niveau de maturité sur Genève qui est équivalent à celui qu'on avait en France il y a 3-4 ans en arrière. Donc, je pense que, et ça a toujours été le cas, technologiquement parlant, c'est pareil, puisque j'ai aussi beaucoup travaillé dans le secteur de la gestion électronique des documents. On attend à Genève de savoir ce qui marche bien avant de le mettre en place. Donc, en gros, la France est un peu le bêta-testeur des solutions genevoises. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est qu'une fois que bah, voilà, mes références ont été établies dans le secteur bancaire ou assurance, etc., les gens le voient, en sont conscients. Et maintenant, ils m'appellent directement pour mettre en place exactement ce que j'ai mis en place de l'autre côté. Donc, en gros, c'est aussi culturellement de regarder un petit peu ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Mais je suis d'accord avec Hicham que c'est très, très compliqué de faire du réseau, un réseautage, d'autant plus que le Haut-Savoyard, si on parle du Haut-Savoyard, parce que j'en suis un, il n'est pas aussi ouvert que le Genevois, clairement. Même si le Genevois est même lui différemment perçu par rapport au reste de la Suisse, mais sur le côté melting pot de ce qu'on peut avoir en termes d'ouverture d'esprit à Genève, j'ai pas encore retrouvé ça clairement en France. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore à l'homme type indépendamment de la zone géographique et finalement, c'est presque une des meilleures nouvelles de la matinée. Ouais. C'est clair. Un participant a posé la question de ce que vous pensiez, les panélistes, des réseaux de type BNI. Est-ce que l'un de vous souhaite répondre à cette question? Oui, je peux répondre à cette question. BNI, c'est une association de réseautage et le but d'une organisation comme BNI, c'est d'avoir des membres et des membres payants avec le message « Soyez membre chez nous et vous aurez du succès ». C'est pas pour moi la définition que moi je donne au réseautage. Pour moi, le réseautage, c'est une compétence personnelle. C'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où, n'importe comment, de manière différente. Et je prône plutôt l'indépendance des gens pour réseauter quand et comment ils veulent que cette appartenance. Et je suis désolé, de manière caricaturée, je pourrais dire BNI, c'est surtout intéressant pour le créateur et les gens qui ont la licence. Là, c'est une cash cow. Mais vous n'avez pas besoin d'une telle structure pour réseauter et en plus en vous limitant à un cercle. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est que je peux ouvrir et je peux demain rejoindre le réseau de Romain et ça va complètement changer nos deux réseaux. Et ça, pour moi, c'est la puissance dans le réseau et pas rester fermé. Véronique? Oui, mais je vais faire une analogie de boomer. C'est comme ces annuaires téléphoniques payants qui vous revendent une information qui est accessible partout gratuitement dès lors qu'on est domicilié quelque part. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose. Voilà. Hicham? Oui, moi j'avais fait 2 réunions d'information dans un BNI que je ne vais pas citer. Et enfin, ce qui m'avait marqué, c'est que c'était très transactionnel. C'est-à-dire que tout était très axé sur le chiffre d'affaires qui avait été réalisé au sein du groupe avec telle personne, qu'il y avait des tours de table. Et j'ai compris que le tour de table se répétait toutes les semaines, où les gens disaient finalement toujours la même chose. Donc il y avait un effet de répétition qui était très très fort. Et je trouve que ça peut très bien marcher pour des métiers qui sont des commodités. J'aime pas trop dire ça, mais par exemple, on a tous besoin d'un comptable, on a tous besoin d'un garagiste, on a tous besoin, je sais pas, d'un coiffeur ou peu importe. Et là, ça permet de générer du business dans un cercle un petit peu fermé, un petit peu clos. L'inconvénient que je vois à ça, c'est que finalement, on se force à choisir peut-être tel expert comptable ou tel fiduciaire au lieu d'un autre. Et peut-être que la pression du groupe et le fait qu'on soit tous dans le même groupe social force les gens à fournir de la bonne qualité, mais peut-être qu'on
qu'on passe à côté de fiduciaires qui sont beaucoup plus compétentes. C'est un petit peu la chose qui m'avait dérangé et le fait que, contrairement à ce que tous les panélistes ont dit depuis le début, c'est un networking qui n'est pas du tout orienté sur la personne et sur les relations, mais plutôt sur le cash flow et la transaction qui en découle. Et je pense que c'était un état d'esprit qui était peut-être valable il y a quelques années, voire quelques décennies. Aujourd'hui, on a toute une génération, enfin, il y a toutes les générations qui aspirent à plus de valeur dans leur travail et ça doit aussi se retranscrire dans la manière dont ils network. Donc, ça peut correspondre à certains. Ça ne me correspond pas du tout. J'ai été limite un petit peu choqué lorsque j'avais assisté à la présentation. Moi, c'est mon avis personnel. Merci. Moi, je suis frappée par une chose parce que finalement, dans tous vos propos depuis que nous avons commencé à 8h04, finalement, vous êtes tous d'accord, et vous me direz si je vous ai mal compris, mais vous êtes tous d'accord sur le fait que le réseautage repose essentiellement sur l'humain, sur ce qu'on donne de soi pour recevoir de l'autre, et donc vraiment la nécessité de se concentrer sur l'autre. Et vous êtes également tous d'accord sur la nécessité de s'appuyer sur quelque chose de parfaitement désincarné comme LinkedIn. Est-ce que j'ai bien compris la tension créatrice que vous perceviez d'entre ces deux choses? Véronique, qui a levé la main en premier. Oui, non, c'est vrai on est parti très fort sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Mais pour moi, le réseautage, il se passe dans plein d'autres endroits au cours d'une vie. Le travail est un premier lieu de réseautage essentiel parce que moi, très honnêtement, à part mon premier, peut-être mon deuxième job, je n'ai pas cherché un travail une seule fois dans ma vie. C'est mon réseau qui a fonctionné en me recommandant auprès d'un employeur ou de quelqu'un et qui m'a contacté. Donc, ça, c'est une première chose. Le travail, c'est son premier réseau. Et puis, en plus de faire un réseau dans un lieu où on a un purpose, un but, un objectif commun, on crée des liens qui sont extrêmement forts. Donc, pour moi, ça, c'est le premier réseau. Le deuxième réseau où j'ai créé des amitiés et des relations aussi très, très fortes et très pérennes, c'est l'école, les enfants, l'école, rencontrer les parents. Je n'étais pas tous les soirs à la sortie de l'école, mais ça m'a quand même permis de rencontrer plein de gens et de développer des amitiés. C'est le sport qu'on fait, alors après, il y a les clubs services. Pour moi, LinkedIn, c'est clair que c'est pratique. C'est clair qu'on peut même retrouver des gens. Moi, j'ai retrouvé des gens sur Facebook. Mais pour moi, le réseautage qu'on fait dans sa vie, au cours de sa vie, il se fait à plein d'autres endroits que LinkedIn. Quand on fait du réseautage personnel, quand on n'est pas, enfin personnel ou professionnel d'ailleurs, mais voilà, le réseau c'est devenu aujourd'hui un outil très utilisé, mais ça, comme tout le monde l'a dit au début, ça reste un outil. Il y a plein d'autres moments où on fait du réseautage, comme M. Jourdain faisait de la prose. Quelqu'un pose la question. Comment faire quand l'humain y est, mais que le business ne suit pas? Est-ce qu'il faut changer de technique? Non, je pense pas que ça soit une question d'approche ou de technique parce que clairement, si on regarde, il y a deux grands éléments quand on parle de réseautage digital à travers LinkedIn. C'est qu'il y a des gens qui veulent faire plaisir à l'algorithme pour faire un maximum de vues, puis il y a des gens qui veulent faire plaisir aux humains. Et puis en fait, il faut faire un petit peu des deux. Parce qu'en fait, si on fait pas plaisir à l'algorithme, en fait, il y a personne qui va nous voir. Donc clairement, on va passer du temps à essayer d'investir, enfin, on va investir du temps pour pas grand-chose en termes de résultats. Et puis inversement proportionné, il y a plein de gens qui vous vendent une grosse visibilité pour faire passer finalement du contenu qui est pas de très très bonne qualité, mais qui va faire des scores très très bons. Et donc c'est là où c'est un tout petit peu plus compliqué quand on commence à digitaliser le développement du réseau que quand on le fait en one-to-one, en face-à-face. Après, il y a beaucoup de networking qui se met en place. Il y a eu avant la crise Covid, on avait très très régulièrement des événements physiques. Maintenant, clairement, si on n'est pas bon, on n'est pas bon. Enfin, ça, on va pas changer les choses. Et si on n'arrive pas, on parlait d'extraverti ou introverti, celui qui parle trop, il est aussi mauvais que celui qui parle pas, ou inversement, celui qui parle trop bien, il va être très très bon, et celui qui parle pas du tout, il peut être aussi très
très très bon. Donc ça veut pas dire ça veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire qu'on a rajouté un filtre en plus. Il y a des codes quand on est sur les réseaux sociaux digitaux, en tout cas sur LinkedIn, qu'il faut arriver à comprendre. Il y a une posture à avoir. Maintenant, moi, ce que j'aime pas dans le réseautage, c'est le réseautage pompier. Ce que j'appelle le réseautage pompier, c'est j'y vais parce que j'ai pas le choix. Il faut que je fasse du business. Et on se retrouve avec des gens qui veulent vendre des choses à d'autres personnes qui veulent leur vendre des choses, et finalement ils repartent juste en échangeant leurs cartes de visite comme des cartes Pokémon, et puis bah finalement il n'y a pas grand chose à la fin, quoi, parce que clairement en fait ils n'ont pas préparé ça comme quelque chose de profond avec une vision à long terme. C'est très court-termiste en disant j'y vais, j'investis, et c'est ce que parce que BNI j'en ai pas parlé, mais clairement c'est un peu ça, c'est dire j'y vais, j'investis, je paye pour être sûr que dans un futur proche je vais avoir du business. Mais le business, c'est jamais réellement fait comme ça. Et c'est un petit peu comme les formateurs de coach, ou les gens, enfin, le vrai business du coaching, c'est les gens qui forment les coachs. Où il y a plein d'univers comme ça, où en fait, si on regarde réellement quel est le vrai business associé, on est sur le business qui est un business pour moi qui est assez malsain. C'est sur le business du mal-être, des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui on va leur payer, enfin leur faire payer un certain nombre de choses en leur faisant espérer. Le business de l'espérance, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien sur les réseaux sociaux, avec des gens qui vous font croire un certain nombre de choses. Après, il faut être juste soi-même, il faut définir ses propres objectifs. Est-ce qu'on applique ou pas le réseau? C'est pas une obligation de créer un réseau, hein. Il y a des gens qui vivent très très bien sans ça, mais pour certains univers professionnels, pour le développement de son activité, pour le développement ne serait-ce que ça, oui, je pense que c'est important de le faire. Maintenant, il faut toujours avec parcimonie bien savoir doser, et c'est pas en payant qu'on a forcément des résultats. Hicham. Oui, moi je pense qu'on peut toujours rejoindre le meilleur des deux mondes, l'humain et les objectifs professionnels. Il y a toujours une nécessité de contextualiser quelle est notre activité, de quoi est-ce qu'elle a besoin et quel temps on peut y consacrer. Moi, je vous donne deux exemples assez simples. Quand je faisais du conseil en innovation, je pouvais beaucoup plus jouer sur la sérendipité, c'est-à-dire avoir le luxe de rencontrer un peu toutes les personnes qui voulaient me rencontrer, prendre un petit moment avec elles, un café à droite, à gauche, et puis voir ce qui en découlait, parce que je n'avais pas de pression financière forte. Je pouvais me permettre de travailler une semaine, 10 jours par mois, et puis ça allait très bien. Et puis le reste du temps, je pouvais discuter avec des entrepreneurs, les accompagner. Mais même de cette manière-là, ma communication. Moi, je vous ai perdu. Ouais. On a perdu Hicham. Hicham, attendez, on vous a perdu un moment. Ouais, je pense que c'est le réseau français qui est pas bon, là, clairement. Ah, c'est pas la 5G suisse. Hein. Ah, là, clairement. Oui, Hicham, ce que je disais, c'est que moi, j'étais dans un métier qui nécessitait beaucoup de créativité. C'était du conseil en innovation, où j'avais besoin d'être quand même assez en phase et branché avec les nouvelles technologies. Du coup, discuter avec des entrepreneurs qui lançaient des business à droite à gauche, qui avaient besoin de conseils, ça m'aidait, même si d'un point de vue direct, je ne retirais aucune rémunération de ça, mais ça m'enrichissait, ça me permettait ensuite de mieux remplir ma mission auprès de mes clients. Maintenant, je suis dans un contexte complètement différent. Je lance une start-up, une fintech, donc une start-up technologique. Et bien évidemment, j'ai beaucoup de sollicitations, mais je ne peux pas répondre positivement à toutes. Donc, généralement, à chaque fois qu'on me demande un call ou un rendez-vous, j'essaie de connaître l'objet de ce call. Et si l'objet ne rentre pas en phase avec mes objectifs du moment, j'explique tout simplement que je n'ai pas le temps, qu'on peut repousser, qu'en ce moment, c'est une période qui est un petit peu compliquée, mais qu'on peut éventuellement se voir à un autre moment quand ce sera un petit peu plus calme pour moi. Et je pense qu'il faut toujours garder en tête le pourquoi on fait des choses. Et la sérendipité m'a amené plein d'opportunités qui étaient vraiment magnifiques et que j'aurais jamais pu concevoir, même dans mes rêves les plus fous. Mais comme dans le monde professionnel, c'est souvent le fait de pouvoir dire non qui permet aussi d'accélérer sa carrière et de rester concentré sur l'essentiel. Merci beaucoup. Je crois que Romain va devoir nous quitter. Exactement. Merci en tout cas pour la qualité des échanges, et n'hésitez pas à interagir sur LinkedIn. En 30 secondes, donnez aux participants un conseil, une bonne pratique à appliquer.
Installer le réseautage dans une routine. Je pense que clairement, il faut que ça soit quelque chose que vous fassiez quotidiennement. C'est un peu comme le sport. Ça sert à rien d'aller à la salle une fois et se faire exploser les abdos et en faire une série de 100 000 parce qu'en fait, vous allez vous faire du mal et vous n'allez pas vraiment apprécier. Les gens vont pas apprécier non plus derrière parce que vous allez forcer. Mais installer ça dans une routine quotidienne, une animation quotidienne, et vous allez voir que ça paye beaucoup plus d'y aller une fois petit à petit et de faire des petites actions que d'y aller une fois clairement et en faire plein parce que les résultats seront pas au rendez-vous, c'est clair. Excellente Merci journée à beaucoup. tous. Merci beaucoup. Bonne Et suite de bientôt. journée, Au revoir, bonne Romain. formation. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Nous avons, oui, allez, on va dire presque 10 petites minutes vu qu'on a commencé un petit peu en retard. J'aimerais en fait demander à chacun de vous un conseil, une bonne pratique que vous pouvez laisser aux participants ce matin. Rudolf, Alors, moi, quand j'entends social selling, modern selling, je comprends pourquoi certaines personnes n'aiment pas réseauter. C'était d'ailleurs mon cas il y a une dizaine, quinzaine d'années, quand j'ai compris que je devais réseauter. Pour moi, réseauter n'est pas vendre, vraiment pas. Je crois que c'est important qu'on fasse cette différence. Et quand j'ai compris que je regarde plus la personne en face comme un prospect, mais comme un partenaire potentiel, la vie a changé pour moi. Donc, je prends au hasard Sandrine, qui est là en face de moi à l'écran, et je lui dirai donc pas, Sandrine, est-ce que vous voulez devenir cliente de moi? Parce que je sais que déjà, elle va probablement pas apprécier cette approche qui est trop pushy. Et deuxièmement, les chances qu'elle veuille devenir cliente d'un formateur indépendant sont minimes. Je lui poserai donc la question, Sandrine, qui connaissez-vous qui pourrait être intéressé par ce que je fais? Et une fois que vous laissez rentrer, moi, ça m'a pris 3 ans pour vraiment l'intégrer. Je l'ai compris en 10 minutes, mais j'ai mis 3 ans pour l'intégrer. Que je ne vois plus Sandrine, ni Nancy, ni Nicolas, ni Cédric comme un prospect, mais comme une personne qui a un réseau, qui connaît mes prospects et qu'on peut devenir alliés l'un de l'autre. C'est ça qui a changé toute l'approche pour moi. Donc, soyez rassurés. Le réseautage bien fait n'a rien, mais strictement rien à voir avec de la vente. S'il y a des vendeurs qui se comportent comme tels, eux, ils n'ont pas compris ce que c'est réseauter. Je suis assez pointu sur ce point. Et c'est aussi, je vais m'arrêter là, mais c'est quand même aussi la piste pour trouver de la joie dans le réseautage, qui est un ingrédient essentiel. Je peux vous dire, dans mes soirées de réseautage en ligne que j'organise régulièrement, on s'éclate chaque fois de rire, on passe des super moments ensemble, et c'est pas parce qu'on rit que c'est pas productif. Voilà. Véronique, conseil, bonne pratique. Alors, moi, j'ai envie de dire que le réseautage, pour moi, c'est l'écume de la vie. C'est tout ce qu'on fait over and above. Et ça doit être du plaisir. Donc, il faut réseauter. Et moi, pour moi, le réseautage, ça reste quelque chose en face-to-face, même si je le fais aussi, mais relativement. Moi, je suis une boumeuse, hein, c'est peut-être pour ça aussi. Donc, je le fais plutôt en face-à-face. Et j'aime le faire en face-à-face. Clairement, j'aime ça. Si je fais depuis 12 ans partie du CWF, Career Women's Forum, c'est parce que j'ai envie de partager. Et je vais parler aux femmes. C'est pas parce qu'on a une vie très très remplie qu'on ne peut pas le faire. Parce que contrairement à ce que disait Romain, une pratique quotidienne en face à face, c'est juste pas possible. Ou alors c'est au bureau, en allant chercher les enfants à l'école, ou des choses comme ça, ou le week-end en faisant son sport. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement et en s'inscrivant dans des associations, quelles qu'elles soient, quelle que soit la nature de cette association, son objectif, son but ou son intérêt. Mais voilà, il faut le faire un petit peu tout le temps, mais pour le plaisir. Merci. Hicham? Oui, alors moi je rejoindrai un petit peu ce que disait Romain.
Si on veut se faire un summer body pour cet été, il faut mieux préparer bien en amont et se mettre à networker quand on a besoin d'un job ou quand on a besoin de signer des contrats. C'est peut-être la pire des choses à faire parce que l'impulsion n'est pas forcément. Euh, enfin, l'urgence fait qu'on est peut-être un petit peu trop agressif. Donc, inscrire ça dans une routine régulière, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. La deuxième chose, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'être soi-même. C'est-à-dire que enfin, on- par défaut, on essaie toujours d'adopter les codes de telle et telle industrie, tel et tel secteur. Mais souvent, faire preuve d'authenticité, ben, ça permet justement de rapprocher les gens et de vraiment mieux se connaître. Et je trouve qu'en termes de networking, ça a beaucoup de bienfaits. Et ne pas avoir peur surtout de montrer une petite... je parle surtout aux entrepreneurs qui souvent cherchent des conseils, qui souvent veulent networker, etc. Montrer un petit peu de vulnérabilité. Si on ne sait pas quel est le problème que vous rencontrez actuellement, ben c'est d'autant plus difficile de vous mettre en réseau avec quelqu'un qui peut vous aider ou de vous apporter un conseil qui pourrait vous faire avancer dans votre problématique. Donc voilà, ce sera un petit peu mon top 3, ce qui me concerne. Merci beaucoup. Donc, finalement, c'est très intéressant ce début de matinée. On parlait d'un sujet qu'on imagine techno, hein, avec les réseaux sociaux. Et finalement, on n'a fait que parler de l'humain et de se révéler, de montrer ses vulnérabilités et d'avoir du plaisir dans le réseautage. Eh bien, moi, je vais vous dire, ça me donne une pêche d'enfer, hein, ce genre de discussion. Nous sommes pile poil dans l'horaire, donc je crois que maintenant est le moment où je passe la main à Pierre-Marie Durécu de la CCIFS pour la répartition dans les groupes de réseautage où vous allez pouvoir vous parler, alors pas exactement face-to-face, screen-to-screen, mais néanmoins avec vérité et plaisir, hein. Merci de votre participation et une très bonne suite de matinée, Pierre-Marie. Je te laisse œuvrer.